Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du Bat. Ce matin, je reçois Léa Bazaline, une invitée aux multiples casquettes puisqu'elle est ingénieure BTP, BIM manager et aussi animatrice d'un podcast sur un fuseau horaire différent du nôtre puisqu'il s'agit du quart d'heure du BIM. Bienvenue Léa. Bonjour Nicolas et merci, pour l'invitation. Donc je suis très heureuse, d'être ici aujourd'hui, et d'enregistrer avec toi, cet épisode. Avec plaisir. On enregistre en plus dans des locaux qui sont très très cool, des locaux que j'ai l'habitude de fréquenter pour les grosses Nantes, l'autre activité que je mène, mais c'est ici lundi qui nous prête une salle pour enregistrer, donc merci à eux. Merci à eux de me prêter et de me permettre d'enregistrer avec Léa, du coup en direct. Léa, on va commencer directement par une petite présentation de qui es-tu? J'ai dit que tu avais multiples casquettes. C'est quoi ton parcours jusqu'au BIM, le sujet qui va nous impacter, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui? Alors, pour commencer, donc je suis, rayonnaise, je pense qu'on doit l'entendre, à mon accent. Je préviens d'avance, tous les R, je les prononce pas. Hem, donc je suis, Léa, j'ai commencé dans le BTP par un BTS économie de la construction à La Réunion. Et ensuite, j'ai intégré, le CESI École d'ingénieurs de Nanterre, en cycle ingénieur, BTP, et par la suite, j'ai continué avec un master spécialisé, management de projet de construction, option BIM et maquette numérique. Et donc moi, j'ai commencé le BIM, déjà pendant mon cycle ingénieur. J'avais déjà, des cours ponctuels, sur le sujet, et c'est ce qui m'a un peu, attirée, vers ce domaine. Je rajouterais aussi, que le BTP et la construction en général, c'est plus une passion pour moi. OK. Donc même le BIM, d'où, pourquoi en partie, on a créé le podcast, mais on en reparlera, un peu plus tard, je l'espère. Bien sûr, bien sûr. Bah, le sujet vraiment qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le BIM. Le BIM, c'est quand même un peu, pour moi déjà qui est très frais dans le bâtiment, j'ai beaucoup entendu parler du BIM, mais comme un peu un loup de mer, c'est-à-dire quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais que j'avais envie de vulgariser un peu. J'ai envie qu'on comprenne ce que c'est que le BIM, qu'on arrête de se dire que c'est quelque chose de compliqué ou autre, juste de comprendre les contours du BIM, et comme ça, on va on va entrer direct dans le vif du sujet pour que tu présentes le BIM à quelqu'un, vu que c'est ta passion, avec un regard passionné. Comment tu présenterais le BIM à quelqu'un qui n'y connaît rien? Donc toi, en l'occurrence. Exactement, c'est à moi que tu dois le présenter. Donc juste en termes d'expérience BIM, à proprement dit, hem, ça fait 2 ans et demi que je suis, chez BIM Service, donc qui est une société, de BIM management et aussi de SIM management, donc pour les projets, urbains. Et donc si quelqu'un ne connaît pas le BIM, je dirais que c'est une, nouvelle méthode de travail dans le BTP, bien sûr, dans la construction, qui implique, la production d'une maquette numérique, donc sur ordinateur, qui, implique aussi un travail collaboratif, donc tout le monde, est obligé de communiquer, les uns et les autres, et ça implique aussi, la mise en place de processus de travail et une obligation d'échanger entre chacun. Ouais, donc le BIM, c'est vraiment, quelque chose que tu dois avoir, avec une base de maquette. C'est vraiment une représentation numérique des plans, des méthodes de travail sur la construction, sur le bâtiment et la construction. Ça, c'est vraiment la première brique du BIM, si on est vraiment étape par étape. Oui, complètement. C'est à partir de là que tout va commencer, toutes les discussions, toutes les prises de décision, tout ce qui va se passer, ça va, démarrer par la maquette numérique, dans un premier temps. OK, donc ça, c'est les bases du BIM. On a l'impression que, c'est, donc des maquettes numériques, mais alors pourquoi, tu penses qu'il y a autant de freins, à l'adoption du BIM? C'est quoi qui fait que le BIM est vu comme difficile à mettre en place dans la construction, qui est quand même un milieu qui a quand même beaucoup évolué sur la partie dynamique, la partie virtuelle, la partie digitale sur ces Mmh. dernières années, qui a été bien obligé de le faire aussi. C'est quoi pour toi les les erreurs courantes que tu retrouves dans la présentation du BIM et dans la mise en place? C'est une question, bien compliquée, on va dire. Je dirais pour commencer que,
il y a une, certaine volonté, des BIMeurs de complexifier un peu la chose, alors, qu'avec un peu de formation, un peu d'accompagnement, au final, on peut y arriver. Il y a aussi le sujet de la maîtrise d'ouvrage, qui demande des exigences, qui sont quand même, assez élevées pour le niveau de maturité, des entreprises, derrière qui va faire le travail. Donc il ne faut pas oublier que derrière les projets, il y a quand même, des humains et que, bah, ils ont aussi, les contraintes, comme tout le monde. Donc, il est vrai que, l'humain, dans la mise en place du BIM, dans la mise en place d'une démarche BIM est, vraiment très, important. Il faut pas oublier, qu'il faut le temps de formation, le temps de s'habituer aux outils, aux méthodes, aux process. À chaque projet, il va falloir adapter, pardon, les méthodes et les gens sont formés, aux outils, mais il faut pas oublier que c'est les outils qui sont au service, du BIM. Il y a toujours ce côté humain de toute façon dans le bâtiment qui est hyper important dans la mise en place de ces outils digitaux. C'est-à-dire que ça c'est un métier de terrain, c'est un métier de bâtisseur, un métier de constructeur, donc forcément, c'est un métier qui va se diriger entre personnes, entre relations humaines. Donc pour mettre en place des process de ce type-là, il faut pouvoir se communiquer simplement. Donc pour toi, les principaux freins au changement, ils sont un peu créés par les personnes qui sont dans l'application du BIM? Au final, oui, ceux qui sont décisionnaires, ceux qui vont, faire le choix de mettre en place tel ou tel, objectif BIM, on va parler d'objectif BIM, c'est eux au final qui complexifient, la chose et c'est en même temps, se donner le bâton pour se faire battre parce que les équipes, qui vont travailler comme tu dis, sur le chantier, ils ont d'autres problématiques qui existent déjà, de façon traditionnelle et qu'ils doivent, résoudre. Hem, il y a aussi un autre, sujet que je souhaiterais rajouter, c'est que généralement on demande du BIM. On sait qu'à l'heure actuelle, les équipes ne sont pas forcément matures au niveau, du BIM et on n'intègre pas le BIM manager, dès le début, du projet. Ce qui fait que le BIM manager, donc moi, par exemple, quand je suis BIM manager, on va arriver dans le projet est déjà démarré, on doit prendre le train en route. Généralement, l'architecte a déjà commencé à modéliser sa maquette de son côté, il n'a pas fait le géoréférencement et cetera et bah, il y a toujours ce train de retard, dans les, projets que je rencontre, assez souvent. Mmh mh. Ouais et c'est un sujet qui est assez, relatif à d'autres problématiques aussi dans le bâtiment qui sont, bah, par exemple, ceux qui sont, en amont des chantiers sur pas mal de solutions. C'est que au plus tôt on est concerté Mmh mh. sur ce genre de thématique, au plus tôt on peut agir, au plus tôt on peut sensibiliser et mettre en place les choses. C'est clair que si on arrive à un moment où le chantier est déjà avancé, où le projet est déjà avancé et qu'il faut un peu tout changer, tout bousculer avec une autre méthode, alors qu'il y a pas forcément les compétences en place et que, bah, personne est là pour, faire le chef d'orchestre sur ces thématiques, c'est tout de suite plus compliqué. Il y a un truc qui me vient en tête directement, c'est Mmh. que on parle souvent de ceux qui sont, un peu, frein au changement, un peu, old school, un peu, bah, vieux, on dit: «OK boomer». Est-ce qu'on peut dire «OK beamer» pour les beamers qui arrivent pas à mettre en place tout ça, ceux qui ont un peu du mal avec les méthodes, les nouvelles méthodes de construction? Essayer d'être plus pédagogue aussi, je pense, dans la mise en place. Je pense que ça, c'est un élément hyper important aussi. Tu dis que les équipes sont pas forcément Mmh mh. formées, donc forcément, si quelqu'un a la connaissance, mais arrive pas à la transmettre et à véhiculer cette dynamique sur le BIM, forcément qu'il y a des échecs sur cette mise en place, non? Totalement, donc à travers le cadre du BIM dont je parlais tout à l'heure, les interviewés, ils me l'ont dit, carrément, très clairement, dans ce sens-là. Si on n'a pas l'accompagnement, mais aussi si on n'a pas la volonté de la direction. Parce qu'il suffit pas de payer, une formation au logiciel, X ou Y pour que les personnes, soient, totalement à 100 opérationnelles. Ça, c'est pas possible. Il faut vraiment un accompagnement continu. Donc, j'ai eu l'exemple pour Paris La Défense il me semble, ça s'appelle les minutes BIM qui se font, au sein de la société. Donc ça se fait vraiment sur le long terme et juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, le BTP, c'est un sujet, d'anticipation. S'il y a pas d'anticipation, c'est pas possible. Ouais, bien sûr. Mais comme tu dis, tu vois, l'histoire des minutes BIM, c'est un peu ce qu'on peut retrouver aussi sur la partie sécurité. Tu as toujours ton quart d'heure sécurité en début de chantier sur le brief sécurité. Mais en fait, c'est juste réadapter ces Mmh. méthodes-là, les méthodes qui font le succès de certaines, mises en place, les quarts d'heure sécurité, les quarts d'heure aussi de
présentation du chantier aussi, quand tu répartis un peu les rôles, à la journée, les réunions de chantier. C'est un peu tout ça, mais il faudrait réappliquer ce qui fonctionne, en fait, finalement, Mmh. sur les autres sujets, mais sur le BIM. Ouais. Oui, oui, oui. Ça serait ça vraiment ça serait ça vraiment les choses à changer dans les méthodes de mise en place du BIM pour, combler ces francs changements. Toi, un dernier truc à rajouter, une dernière chose, un dernier conseil à rajouter sur cette partie, des erreurs courantes et de comment on peut les surmonter, ça serait quoi toi, Léa, en tant que BIM manager et vraiment partie prenante de cette, mise en place du BIM? À mon avis, ce serait, de mettre en place des solutions, pratiques, mais vraiment pratiques, du type, les fiches, comme le fait, très bien la FFB. Il faut qu'ils aient, des exemples pratiques. Ouais, vraiment accentuer sur la partie pédagogique, mais comme toute évolution finalement, il faut prendre conscience que, OK, le BIM existe depuis très longtemps, mais en effet, une évolution qui existe depuis très longtemps, si elle a jamais été mise dans le bon sens, dans la bonne chronologie pour un succès, elle sera forcément face à des résistances, face à des blocages. C'est vraiment axé sur la pédagogie. C'est avec, c'est avec qui que tu vois cette pédagogie? Avec qui il faut le faire sur le chantier? Qui sont les acteurs qui utilisent le BIM d'ailleurs sur le chantier? Alors, juste si on s'oriente vraiment, chantier, la théorie, ça va, 2 secondes, mais après il faut la pratique comme je le dis et je le répète. Donc il m'est déjà arrivé, d'accompagner, une entreprise, de travaux, donc une entreprise de métallerie, qui est, Viry-Fayette, pour la gare, de Clichy-Montfermeil. Donc les entre sur le chantier directement, ceux qui vont utiliser le BIM, ça peut être les entreprises en études d'exécution qui vont donc, modéliser, leur maquette numérique, qui vont ensuite servir à une certaine pré-synthèse. Donc généralement, on n'aime pas ce terme, mais c'est ce qu'on va appeler une synthèse de maquette et qui va permettre donc de détecter les éventuels problèmes entre, les différents corps d'état, sur le chantier et par la suite trouver des solutions par la cellule de synthèse elle-même, la synthèse technique et architecturale qui existe déjà, depuis, très longtemps. Donc il y a ce cas de figure, mais après il y a aussi les cas de figure des, petites, structures, de type, une entreprise, de cloison, de plâtrerie qui va, se retrouver à devoir produire une maquette numérique ou encore une entreprise, d'isolation qui va devoir produire une maquette numérique. Donc nous, chez BIM Service, ça nous est déjà arrivé de modéliser, pour une petite, structure qui peut pas forcément avoir un BIM modeler ou un BIM manager en interne. Donc ça peut être tout le monde au final sur le chantier, tout en sachant que les entreprises générales doivent également produire, le DO numérique ou DO BIM, selon comment chacun l'appelle. Donc au final, c'est vraiment, tout le monde. Tout le monde peut être concerné, même le conducteur de travaux par des extractions de quantité, par des, visualisations de maquettes pour essayer de comprendre ce qui se passe à un certain endroit. Donc c'est vraiment tout le monde. Mmh mh. Mais tu vois, c'est un point important que tu précises parce que moi, le BIM, comme je te disais, j'en ai entendu parler à plusieurs niveaux, dans des gros groupes, dans des petites entreprises et autres. Mmh mh. Et le discours, des fois, assez facile pour pas mettre en place, quelque chose, c'est de dire: «C'est pas pour moi, je suis trop petit» ou «C'est plus réservé aux gros». C'est quoi les cas d'usage du BIM qui peuvent s'apprêter un peu à tout le monde et du coup, s'adapter justement à tout type de structure et justement montrer que c'est vraiment pas juste une évolution qui est, dédiée à 4 énormes boîtes, dans le secteur, mais aussi qui peut servir vraiment, l'ensemble, la globalité des entreprises sur ce secteur? Donc déjà, il faudrait, arrêter de penser que le BIM, est fait, que pour les, grosses structures, qui ont les moyens, d'investir. Ce que je fais généralement, dans un premier temps, dès que j'ai un contact avec une entreprise, c'est vraiment, la visualisation de la maquette. Ça paraît tout bête, mais une visionneuse, de maquette numérique, c'est gratuit et c'est, accessible même sur chantier. On n'a pas besoin de wifi, pour ça. Donc il y a vraiment ce cas d'usage de visualisation, des maquettes. Ensuite, on a le cas d'usage, donc dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les pré-synthèses, les compilations de maquettes. Donc ça, pour moi, OK, il y a un aspect, financier, il y a un coût, mais ça peut vraiment empêcher, des problèmes et je pense que c'est le cas d'usage où on voit le ROI le plus, élevé. OK. OK, donc déjà un élément qui est quand même important, c'est de se dire que le BIM n'est pas forcément,
synonyme de gros investissements financiers. Ça, c'est un truc qui va quand même, rassurer aussi pas mal de petites structures qui se disent: «Bah, est-ce que je vais passer au BIM? On me demande de passer au BIM. Est-ce qu'il faut que je le fasse?» Faire quelque chose de simple et en plus accessible gratuit, bah, c'est les premiers pas au BIM. Ça sera peut-être pas forcément l'utilisation qu'aura une énorme structure, mais si ça peut, aider sur certains sujets, certains petits sujets, les petites structures, pour un investissement qui est pas forcément, conséquent, bah, c'est les premiers pas d'une adoption aussi réussie, sur une innovation dans le secteur, hein, de mon point de vue, de ce que je vois, de la réalité du terrain, de mon point de vue depuis 1 an et demi, de ce que j'ai pu voir, quoi. Complètement. Et ensuite, du coup, tu dirais que, est-ce que tu as des exemples concrets aussi? Je pense que ça alimenterait la chose, ça viendrait rassurer aussi certaines personnes sur, ce qui peut être fait. Est-ce que tu as des retours d'expérience, toi, en tant que BIM manager, de projets que vous avez gérés qui ont été vraiment des succès grâce au BIM et enfin, que sans le BIM, déjà qu'un chantier, c'est pas forcément un truc de A à Z qui se déroule, de façon rectiligne, mais en plus, si tu avais pas cet outil, comment ça aurait pu l'impacter différemment? C'est quoi tes retours d'expérience à toi? Alors, hem, en t'entendant, je pense à un projet en particulier. Donc, ça concerne les archives départementales, de Saint-Lô, donc, pour le compte du département de la Manche, où sur ce projet-là, il y avait une extension, pardon, et ça concernait une structure bois et béton. C'était un projet avec une structure mixte et là, le BIM a vraiment été au service du projet et non l'inverse. On n'a pas subi le BIM sur ce projet-là puisque, pour, vérifier l'interface entre ces 2 corps d'état, c'était, vraiment simplifié avec le BIM en termes de calage entre la structure bois et la structure béton. Je me souviens des pré-synthèses, sur ce projet. Donc je pense que le client, la maîtrise d'ouvrage a vraiment senti la différence, avec le BIM sur ce projet. OK. Ouais, il y a vraiment une utilisation qui peut être, bah, multi-usage, à la fois sur des gros projets, à la fois sur comme tu dis, sur double matière, par exemple, pour avoir aussi le calqué, parce qu'on parle quand même de modélisation. Mmh. Faut pas oublier que ça reste un outil quand même, de modélisation à la base, de maquette numérique. C'est pour, visualiser les choses qu'on ne peut pas forcément voir à l'œil nu, mais Mmh. qu'on peut aussi projeter, avoir un peu de projection sur ce Avoir qui peut être une fait vision à la suite, commune quoi. pour tous. Exactement. C'est un peu, un langage commun de tous les corps d'État, de toutes les entreprises qui pourraient être amenées à travailler sur un projet. C'est de simplifier cette communication, visuelle sur les plans, Mmh. passer des plans 2D à des plans un peu plus, réalistes, un peu plus, modélisés, comme, le nom l'indique. Et voilà, c'est vraiment ça les intérêts du BIM pour le secteur de la construction. Je pense il faut aussi, comme tu dis, que ça passe par, beaucoup de pédagogie, de personnes comme toi qui viennent en parler de manière plus simple, de faire en sorte que ça soit, accessible. Parce que tu vois, moi, je suis quelqu'un qui vient pas du tout du secteur. Là, j'ai l'impression d'avoir déjà des billes pour me dire: «Bah, en fait, le BIM, c'est pas seulement, quelque chose qui va, mettre en 3D mon plan. C'est pas juste une visionneuse 3D. C'est quelque chose de beaucoup plus impactant et qui peut avoir des sujets vraiment pour, quiconque, travaille dans la construction. Si on se projette un peu, parce que là, toi, tu as, donc ton expérience en tant que BIM manager, mais en tant que passionné du BIM, c'est quoi c'est quoi ta vision quant à l'impact, du BIM à court et à moyen terme? C'est quoi le futur du BIM? Je dirais à mon avis, qu'à court terme, il serait, question de consolider déjà ce qu'on a pu apprendre, le retour d'expérience, de ces presque 10 ans de BIM en France, si on commence, au PTNB en 2015. Donc de consolider, ce qu'on a pu apprendre, disons durant ces années d'expérience dans le BIM et d'empêcher par exemple, les différents problèmes qui pourraient survenir sur, le chantier et qui peuvent, très facilement être anticipés, dès la conception du projet. Et à long terme, je dirais, que dans le futur, il y aura vraiment un gros sujet, sur la gestion, exploitation, maintenance. Donc jusqu'à présent, on a fait des maquettes, oui. On a mis des données, oui. Mais comment est-ce qu'on va l'utiliser en position de maîtrise d'ouvrage? Comment est-ce que le BIM pourrait servir tout au long du cycle de vie, de l'ouvrage? Donc c'est vrai qu'on en entend parler, depuis, plusieurs années maintenant, mais il est, question de consolider et d'avoir un peu de concret, face à tout ça. Asseoir cette connaissance du BIM acquise sur les 10 dernières années pour en faire quelque chose, qui rythmera le futur de la construction, dans les années à venir, mais de façon plus ordonnée, de façon plus concrète que ce qui avait été fait, jusqu'aujourd'hui puisque,
Bah, si on en parle encore aujourd'hui comme quelque chose qui est à mettre en place, c'est que, il y a des choses qui ont été peut-être, plus ou moins bien faites ou plus ou moins bien pris, de la bonne manière. Bah, c'est des beaux enjeux pour cette évolution du BIM. On espère que le BIM prendra toute sa place, sur certains, chantiers, sur les prochains enjeux de la construction, parce que je pense qu'il va y en avoir, Ah oui. sans aucun doute. Si on passe maintenant sur le la dernière casquette que tu as ajoutée à ton activité, Léa, quand même, qui est un peu la mienne aussi. Tu animes un podcast pour dédramatiser cette notion du BIM qui s'appelle le quart d'heure du BIM. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce podcast et pourquoi le quart d'heure du BIM? Alors, le podcast, Le quart d'heure du BIM, on l'a co-créé, je l'ai co-créé avec, mon responsable communication, Pia Pinault. Donc on a eu cette idée, je me souviens très bien, c'était, en 2022 et on est parti sur une idée, d'un épisode par mois pour tenter, de démocratiser le BIM. Mais surtout, il y avait un grand aspect, sur l'humain. Donc moi, j'ai vraiment, à cœur, ce côté humain, dans le BTP et dans le travail en général. C'est, le fait de pouvoir, échanger différemment avec, notre auditoire, si on peut dire. Donc comme je disais, déjà les projets, c'est des humains, c'est pas des robots. Et donc on a aussi d'autres intérêts pour ceux qui comme moi, le BIM serait une passion et qu'ils aimeraient écouter, le BIM dans leurs oreilles après le travail ou en faisant, leur sport, hebdomadaire. Donc c'est un peu pour ça qu'on a créé le quart d'heure du BIM, mais aussi pour vulgariser, le BIM, pour essayer de simplifier, la chose et enfin pour, montrer les différents problèmes puisqu'au final on se rend bien compte, tout le monde a les mêmes problèmes chacun chez soi, mais si personne n'en parle, on peut pas, faire évoluer, les choses. On peut très bien être bloqué, dans son projet en se disant: j'y arrive pas», alors qu'il y a 15 projets à côté où il y a exactement le même problème. Donc c'était un peu, notre volonté. Ouais, c'était vraiment aussi de créer une espèce d'émulsion aussi autour du BIM, faire en sorte que ça soit vu différemment. L'aborder différemment permet aussi de l'appréhender différemment. En parler avec les gens qui l'utilisent, ça permet aussi de comme tu dis, de se rendre compte que, bah, tout le monde peut avoir, des cas d'usage BIM, c'est bien de mettre en place, c'est bien de communiquer et de consolider tout ça, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est de se dire que, il y a déjà des gens qui ont travaillé sur le BIM, ça sert à rien de repartir de zéro et du coup d'échanger avec ces gens sur un podcast, sur un petit créneau d'un quart d'heure dans une discussion comme si on était, en train de faire une petite synthèse de notre expérience BIM, bah, ça permet aussi de rassurer, mettre en place des choses, pour le futur aussi. C'est un peu ça qui sert, les enjeux du Mes BIM. interviewés, ils avaient aussi, de très beaux projets à partager. Mmh mh. Donc il Mmh fallait mh. mettre en avant, ces beaux projets et il y avait aussi cette volonté d'arrêter, d'idéaliser. On pense toujours que l'herbe est beaucoup plus verte, ailleurs et là, on peut voir, dans ce lieu de rencontre, c'est ce que j'appelle un lieu de rencontre, le cadre du BIM, que, au final, qu'on soit maîtrise d'ouvrage, qu'on soit maîtrise d'œuvre, qu'on soit entreprise ou peu importe où on est dans le circuit de la construction, au final, on a tous des problèmes et il faut arrêter de se voiler la face, quoi. Ouais, il faut surtout, en parler et puis communiquer et se dire que, comme tu dis, le mieux, de toute façon dans la construction, c'est quand même un métier c'est un secteur qui est collectif. Un chantier, ça se fait jamais tout seul. Un projet, ça se fait jamais, tout seul en tant qu'entreprise, enfin quasiment. Il y a toujours des équipes, il y a toujours des personnes qui travaillent donc c'est la base de projets de construction, c'est, la communication et l'outil BIM est aussi un outil de communication donc ça fait tout sens de justement retrouver, je trouve, un podcast, qui parle de BIM de manière dédramatisée et surtout pour parler de projets concrets et pour aider aussi à démocratiser. Bravo pour ça. En plus, avec un petit format d'un quart d'heure, facilement rapide, facilement, accessible aussi. Bon, peut-être que ça Ah dévie bah ça. du quart d'heure comme d'habitude, comme moi, ici. Mais, en tout cas, retrouvez du coup ça, c'est le quart d'heure du BIM. Je mettrai bien les liens en description. Allez voir, si vous êtes intéressé par le BIM, si vous voulez des compléments d'information, parce que là, on était vraiment sur une dédramatisation du BIM. Essayez de le rendre plus accessible. Si vous voulez en savoir plus, allez écouter, des compléments avec, Léa qui anime, ça du coup avec ses interviewés sur le BIM. Il va me rester une dernière question Léa, c'est la question, qui va m'aider
à faire rayonner le podcast et aussi à faire, que le réveil sonnera à d'autres endroits que ceux que j'invite. Qui aimerais-tu voir venir réveiller le BTP ici avec moi? Alors, vraiment ta question elle est, pas facile. Pour finir comme ça, c'est pas très, gentil. Hem, Si je dois parler acteur, BIM, je dirais, bien sûr, Balthazar, Semeli, je dirais, des grands noms, de type, Olivier Cénic, de type, Christophe Lheureux et bien d'autres. Sylvain Visniac, on en a plein, plein, qui étaient là, au démarrage du BIM et qui, seraient, plus aptes, de te détailler encore plus le BIM et si je dois parler Si tu avais une seule personne, du coup, à retenir, parce que toutes ces personnes du BIM, je les côtoie, je les connais un peu. Balthazar, c'est quelqu'un avec qui mais j'ai qui pas ne mal connaît pas échangé aussi, qui Balthazar? exactement, on lui passe bien le bonjour Balthazar. Merci en plus, qui a été un des premiers soutiens du podcast, qui avait vraiment participé au développement du podcast, donc ça fait plaisir que tu le cites aussi. Ça me fait plaisir de lui faire un petit bonjour. Si tu avais une dernière personne ou une seule personne à retenir de tout ça, ça serait qui? Qui aimerais-tu voir venir, parler BTP, parler bâtiments ou travaux publics sur le média qui réveille le BTP? Eh ben, écoute, en tant qu'économiste de la construction de formation, je te dirais, un économiste. Donc moi, j'ai travaillé chez, Allianz Économie, donc OK, Allianz Économie. OK, je vois. Comme ça, on va faire rayonner aussi l'économie de la construction. Très bien et beh, trop bien l'économie de la construction. Ça me ferait plaisir de reparler économie de la construction puisqu'on avait déjà parlé, longuement avec, Élodie Moreau sur le futur de l'économie de la construction, un épisode qui a fait vraiment Mmh. débat au sein de la profession en plus, au sein de l'Integ, je me souviens très bien de quelques retours. Ça sera le moment de faire un deuxième épisode. Écoute, ça m'a fait trop plaisir de vous recevoir déjà ici, Léa, de vous recevoir, avec, Pierre qui était à côté de moi justement. On révèle un peu les coulisses. Mais ça m'a fait plaisir de vous avoir en live ici, d'avoir été accueillis par Ici Lundi qui nous a aidés à mettre en place aussi l'enregistrement de ce podcast et merci d'être venu réveiller le Eh BTP, ben, Léa. merci beaucoup Nicolas, encore une fois pour l'invitation. Et on se retrouve très, très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.